كانوا في مأزق أبغض الحياة. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Un rassemblement devant l'ambassade d'Iran à Beyrouth contre la participation du Hezbollah au combat en Syrie tourne au drame. Une personne a été tuée par des tirs et une douzaine d'autres blessés. Près de 90 blessés syriens évacués de Qousser au Liban, une opération menée sous escorte de l'armée en coopération avec les autorités locales et le comité international de la Croix-Rouge. Fort de son succès à Qousser, l'armée syrienne s'apprête à lancer la bataille d'Alep. Objectif, reconquérir les zones contrôlées par les rebelles depuis près d'un an. Et à suivre également dans cette édition, 9e jour de manifestation anti-gouvernementale en Turquie. Le Premier ministre appelle ses électeurs à se mobiliser pour les élections municipales de 2014. Une personne a été tuée et plusieurs autres blessés ce dimanche devant l'ambassade d'Iran à Bir Hassan à Beyrouth. Hicham Salman a succombé à ses blessures à l'hôpital gouvernemental Rafiq Hariri. Dans les faits, un groupe de manifestants affiliés à un mouvement politique opposé au régime syrien protestait contre l'implication du Hezbollah dans les combats en Syrie quand ils ont été confrontés à des sympathisants du Parti de Dieu. Cet incident est le plus grave du genre dans la capitale libanaise qui soit lié au conflit en Syrie. Et puis cette autre manifestation, place des Martyrs, cette fois le mouvement des Libanais pour la liberté et la dignité du peuple syrien a organisé un sit-in. Ces dizaines de jeunes protestent aussi contre la participation du Hezbollah au combat en Syrie. Sur les réseaux sociaux, le mouvement des jeunes du Liban soutenant la résistance a appelé un rassemblement contraire à la même heure et à quelques mètres de la première manifestation pour défendre la participation du Hezbollah dans les combats et pour célébrer la victoire du régime de Damas à Qousser. Les forces de sécurité se sont massivement déployées au centre-ville de Beyrouth pour prévenir un éventuel clash entre les deux groupes. L'armée libanaise poursuit l'application de son plan pour rétablir le calme à Tripoli. Les soldats se sont attaqués aux barricades et fortifications en dur dans les quartiers de Bab el-Tebene et Jabal Mohsen en coopération avec les habitants des quartiers. L'armée a également renforcé sa présence dans la rue de Syrie qui sépare les deux quartiers rivaux en y établissant de nouveaux postes. Seule une bombe artisanale lancée ce matin à Bab el-Tebene a brisé le calme relatif qui règne dans la capitale du Liban Nord. Après de brefs affrontements samedi soir entre pro et anti-régime syrien, l'armée a intensifié ses patrouilles dans la ville, mené des perquisitions et riposté aux sources des tirs. Les affrontements entre les deux quartiers qui ont récemment gagné le centre de Tripoli ont fait près de 30 morts et plus de 200 blessés depuis la fin mai. La Croix-Rouge libanaise a transporté au moins 87 Syriens blessés dans les combats et les bombardements à Qousser vers des hôpitaux libanais ces 2 derniers jours. Une opération qui se fait sous escorte de l'armée libanaise et en coopération avec les autorités locales et le comité international de la Croix-Rouge. Plusieurs dizaines de blessés, rebelles et civils sont arrivés au Liban après la chute de la ville de Qousser cette semaine. Cet ancien bastion rebelle est tombé aux mains du régime et des combattants du Hezbollah après une offensive de 2 semaines. Les autorités locales à Herzl, près de la frontière syrienne, ont décrit l'état de fatigue des réfugiés. Le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé un accès humanitaire immédiat à Qousser. Et puis, fort de son succès à Qousser, justement, l'armée syrienne s'apprête à lancer un assaut sur Alep et sa province pour reconquérir les zones contrôlées par les rebelles. Les soldats ont commencé à se déployer à grande échelle autour d'Alep et pourraient lancer une offensive dans les heures ou les jours à venir. Les rebelles avaient lancé la bataille d'Alep il y a près d'1 an. Depuis, des combats et des bombardements quotidiens secouent cette 2e ville du pays et ancienne capitale économique de Syrie. On est toujours sans nouvelles des 2 journalistes français disparus en Syrie depuis jeudi. Une certitude, le journaliste Didier François et le photographe Édouard Elias ont bien été enlevés sur une route d'Alep. Leur chauffeur, lui, a été laissé sur place par leur ravisseur. Depuis le début du conflit syrien, 24 journalistes ont trouvé la mort et 7 autres sont toujours portés disparus, d'après le décompte de Reporters sans frontières. Compte tenu, encore une fois, de l'endroit où ils devaient se rendre, compte tenu de la situation sur place, qui, encore une fois, vous le savez, est extrêmement dangereuse et qui expose ceux qui s'y trouvent, notamment à être enlevés, c'est une hypothèse. Mais je veux ici rester très, très prudent parce qu'en l'état des informations que nous avons, encore une fois à défaut de revendication,
à défaut d'informations très précises sur ce qui s'est passé, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ils ont été enlevés à tel endroit par tel et tel groupe. De cela nous sommes certains. Ça je ne peux pas vous le dire. Mais c'est une hypothèse qui est en effet plausible, oui. Dans le reste de l'actualité régionale de ce dimanche, Benyamin Netanyahou réaffirme son engagement à un État palestinien. S'exprimant au début de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, il a déclaré qu'il allait essayer de faire des progrès pour l'amorce de négociations avec les Palestiniens et avec le secrétaire d'État américain John Kerry. Objectif, parvenir à un accord basé sur un État palestinien démilitarisé qui reconnaît l'État juif et sur des mesures de sécurité fermes. La déclaration du Premier ministre fait suite à celle de Danny Danon, son vice-ministre de la Défense. Selon lui, il n'y a jamais eu au gouvernement de débat, résolution ou vote sur une solution à deux États. John Kerry est attendu la semaine prochaine au Proche-Orient pour sa 5e tournée régionale depuis sa nomination à la tête du département d'État en février. Et puis, réunion exceptionnelle du Conseil des ministres irakiens à Erbil, la capitale du Kurdistan. Objectif, tenter d'apaiser les tensions entre Bagdad et la région autonome située dans le nord du pays. Pour le Premier ministre, c'est un pas de plus vers la résolution de tous les problèmes en suspens. Nouri al-Maliki assure qu'il existe une forte volonté de trouver des solutions à tous ces problèmes. Les relations entre le gouvernement maliki et les autorités du Kurdistan irakien sont tendues. Les deux entités s'affrontent notamment sur l'exploitation des hydrocarbures et une épineuse question territoriale qui représente une menace pour la stabilité de l'Irak à long terme. Dans un instant, direction l'Afrique du Sud pour faire le point sur l'état de santé de Nelson Mandela qui a passé une 2e nuit à l'hôpital. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. En Turquie, la mobilisation antigouvernementale qui dure depuis 9 jours ne faiblit pas. Les manifestants reprennent des forces tout autour de la place emblématique Taksim à Istanbul. Des marches de protestation contre le gouvernement ont convergé vers le centre-ville. Samedi, ils étaient des dizaines de milliers dans les rues. Dans le centre de la capitale Ankara, une manifestation d'environ 5000 personnes s'est mal terminée. La police anti-émeute a utilisé une grande quantité de gaz lacrymogène. Plusieurs personnes ont été blessées. Recep Tayyip Erdogan a mené des consultations au sein de l'AKP, son parti, issu de la mouvance islamiste. Pour les autorités, pas question d'organiser des élections anticipées, comme certains manifestants le réclament. Le Premier ministre a d'ailleurs appelé ses électeurs à donner une leçon aux manifestants lors des prochaines élections municipales de mars 2014. Au moins 31 morts et plus d'une centaine de blessés, c'est le bilan des affrontements de samedi à Benghazi en Libye. Point de départ, un rassemblement de manifestants devant le siège d'une milice composée d'anciens rebelles. Ils réclament la dissolution de cette milice accusée de faire régner sa loi à Benghazi. Pour les protestataires, 2 ans après la chute de Mohamed Kadhafi, il est grand temps que les autorités du pays mettent en place une vraie armée et une vraie police. Le rassemblement, d'abord pacifique, a dégénéré avec des échanges de coups de feu qui ont duré plusieurs heures aux abords du siège de la milice. Les forces spéciales sont finalement intervenues pour mettre fin aux violences. Le Premier ministre a annoncé l'ouverture d'une enquête, mais cela ne règle sans doute pas le problème de l'insécurité qui règne à Benghazi. Cette ville a été le berceau de l'insurrection qui a conduit à la chute de Kadhafi en 2011. Le président afghan exige que tous les détenus capturés par les forces britanniques soient remis à Kaboul dans les 2 semaines. Hamid Karzai estime qu'au-delà de ce délai, Londres se rendrait coupable de violation de la souveraineté de l'Afghanistan. Les forces britanniques en Afghanistan détiennent depuis des mois jusqu'à 90 Afghans sur la base de Camp Bastion. Ils sont soupçonnés de complicité avec les talibans. Les opérations de remise de prisonniers à la justice afghane avaient été suspendues en novembre dernier en raison d'un risque de mauvais traitement dans les prisons afghanes. Au Mali, les islamistes liés à Al-Qaïda restent une menace pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'estime Ban Ki-moon qui a exprimé son inquiétude concernant des attentats suicides et autres opérations de guérilla menées au Mali et dans les pays voisins comme au Niger. Selon le secrétaire général de l'ONU, les opérations menées par les troupes françaises et maliennes dans le nord du Mali ont affaibli les groupes islamistes armés qui ont perdu l'avantage tactique et une grande partie de leur sanctuaire. Ban Ki-moon a par ailleurs approuvé le déploiement d'une force de maintien de la paix de l'ONU à partir du 1er juillet pour encourager la transition politique à Bamako pendant les élections prévues à la fin du mois.
Et puis on reste au Mali où une mission d'experts de l'UNESCO s'est rendue à Tombouctou pour évaluer les dégâts sur les mausolées et les manuscrits, symboles du patrimoine culturel de la ville. Un patrimoine mondial de l'humanité qui avait été décrété en danger pendant l'invasion de la ville par les groupes islamistes radicaux qui n'avaient pas hésité à détruire notamment des mausolées. Plus de 4000 manuscrits sur 300 000 ont disparu. Ils ont été soit détruits, soit volés et 16 mausolées ont été entièrement détruits. Plus de 11 millions de dollars seront nécessaires pour réhabiliter ce patrimoine, selon l'UNESCO. Vous savez, les mausolées ont été détruits. Quand vous allez à Tombouctou aujourd'hui, vous ne verrez que les morts de terre. Évidemment, on va les reconstruire. On va les reconstruire et les populations sont tout à fait d'accord et sont prêtes à nous aider pour les reconstruire. Une grande collaboration entre les experts nationaux maliens qui en fait feront la plupart du travail et les experts internationaux qui accompagneront ce travail-là parce que c'est un site du patrimoine mondial. Nelson Mandela, toujours à l'hôpital et partout en Afrique du Sud, des prières pour sa guérison. L'ancien président icône de la lutte contre l'apartheid souffre d'une infection pulmonaire. C'est sa 3e hospitalisation en 6 mois, d'où l'inquiétude de ses compatriotes, même si peu à peu on se fait à l'idée qu'un jour Madiba partira. Nelson Mandela a été admis à l'hôpital dans la nuit de vendredi à samedi. Selon la présidence, son état de santé est grave mais stable. Il n'est pas sous assistance respiratoire. L'ancien prix Nobel de la paix est âgé de 94 ans. Il a dirigé l'Afrique du Sud entre 1994 et 1999 avant de se retirer de la vie politique. Sa dernière apparition en public, c'était en 2010 pour la finale de la Coupe du monde de football à Johannesburg. Le sommet sino-américain s'est achevé après 2 jours de discussions informelles entre les présidents Barack Obama et Xi Jinping. La rencontre a eu lieu dans une propriété privée en Californie. Plusieurs dizaines de personnes étaient rassemblées à l'extérieur de la propriété pour attirer l'attention sur la question des droits de l'homme en Chine. Les 2 dirigeants, qui n'ont fait aucune déclaration à l'issue de ce long tête-à-tête, ont réussi à rapprocher leurs positions sur certains sujets sensibles, comme la cybercriminalité. Washington assure avoir été visé par des attaques informatiques depuis le territoire chinois. La partie chinoise, elle, a redit l'importance qu'elle accordait à la cybersécurité. Les discussions ont également porté sur la Corée du Nord. Les présidents chinois et américains semblent avoir des positions convergentes. Ils sont d'accord sur le fait que Pyongyang doit être dénucléarisé. Et puis c'était inespéré après plusieurs mois de menaces du régime nord-coréen. Des représentants des 2 Corées ont débuté des discussions ce dimanche dans le village frontalier de Panmunjom, là même où a été signé l'armistice mettant fin à la guerre en 1953. Selon le ministère sud-coréen de l'unification, les délégués ont discuté pendant 1 heure dans une atmosphère calme et sans dispute. Ils ont surtout préparé une prochaine réunion ministérielle intercoréenne qui pourrait se tenir dès mercredi prochain, la première depuis plus de 6 ans. Pyongyang, qui ne cessait de menacer le Sud d'une attaque militaire, opère donc un changement complet d'attitude. Les futures discussions devraient notamment porter sur la restauration des liens commerciaux suspendus en avril dernier. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Un rassemblement devant l'ambassade d'Iran à Beyrouth contre la participation du Hezbollah au combat en Syrie tourne au drame. Une personne a été tuée par des tirs et une douzaine d'autres blessés. Près de 90 blessés syriens évacués de Qousseir au Liban. Une opération menée sous l'escorte de l'armée en coopération avec les autorités locales et le comité international de la Croix-Rouge. Fort de son succès à Qousseir, l'armée syrienne s'apprête à lancer la bataille d'Alep. Objectif, reconquérir les zones contrôlées par les rebelles depuis près d'1 an. Et puis, 9e jour de manifestation anti-gouvernementale en Turquie. Le Premier ministre appelle ses électeurs à se mobiliser pour les élections municipales de 2014. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant gratuitement notre application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. وقد وقعنا مرغمين كما يقال في مأزق أبغض